Si toi aussi, t'as peur du futur, voici comment apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle grâce au pouvoir du suricate. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Nathan Obadia pour parler de toutes nos peurs, éco-anxiété, trauma, sécurité, ou juste des plus petites peurs, peur de dire non, de prendre la parole, etc. Et on partagera plein d'outils pour apprivoiser ces peurs. Salut Nathan. Salut Pierre. Parenthèse basique, mais voilà, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, évidemment, ne remplace pas l'accompagnement d'un professionnel de santé. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es prof d'arts martiaux et thérapeute. Tu accompagnes les gens et les groupes à être plus sereins. Tu te définis comme un ancien trouillard et chercheur passionné de sérénité, où il y a quelques années, malgré ta ceinture noire de Krav Maga, tu as réalisé que ton besoin de sécurité intérieure, en fait, il était toujours pas nourri, même si tu étais devenu méga fort en self-défense. Et donc, tu as exploré plein d'autres pratiques pour être plus en paix face à la violence physique et psychique, jusqu'à devenir donc thérapeute. Et si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que tu as coécrit un livre avec l'incroyable Pablo Servigne, donc le mec qui a démocratisé les questions d'effondrement en France, avec notamment son livre « Comment tout peut s'effondrer ». C'était aussi un des premiers, je crois que c'était le 5e invité de ce podcast, et quelqu'un que j'admire énormément pour son travail et aussi humainement, qui a pas mal aidé à lancer le podcast au début. Et justement, lui, il a fait flipper pas mal de monde avec les questions d'effondrement, alors que c'était pas du tout son but. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un peu sa repentance en écrivant avec toi un bouquin sur les peurs. Oui, c'est un peu ça. Et donc, avant de discuter, voilà, en toute détente sur comment apprivoiser nos peurs, pour lancer le truc et se mettre dans le bain, je te propose de lancer l'épisode par une série de questions mitraillettes auxquelles tu dois répondre en moins de 1 minute. Ok. Alors, juste que je sorte mon petit chrono. Bon, est-ce que tu es prêt, Nathan? Je gère mon stress, ma peur, et je suis prêt. Allez, c'est parti. Hop. T'as mangé quoi au petit-déj? J'ai mangé des tartines et j'ai bu un très bon café. Ok, j'avais juste trop envie de faire un... Bref, est-ce que t'es devenu ceinture noire de Krav Maga à cause de ce garçon en CM1 qui t'avait plaqué contre un mur et menacé de te frapper? C'est le CE1 et je pense que ça a joué pas mal, mais vraiment, c'est pas que ça. C'est qui le plus flippé entre toi et Pablo Servigne, ton co-auteur? C'est lui. T'as eu peur de quoi récemment? De prendre la parole en public, de dire n'importe quoi, de pas arriver à créer ce que j'avais envie de créer, de pas gérer l'emploi du temps de ma journée. Enfin, les moments de peur, petits ou grands, sont multiples et c'est assez génial de s'en rendre compte. Est-ce que tu as une petite peur toute pourrie aussi? Moi, je sais que par exemple, j'ai peur de vomir ou je sais que sur les balcons, j'ai peur de tomber alors que voilà, je sais pas... Ouais, c'est pas tout pourri, hein. Ouais, moi la peur que je juge toute pourrie parce que ça amène un peu de honte. Ça fait 1 minute. Ah, ok. Bon, on va finir. Désolé. Très bien. Tu veux vas-y. Je finis la réponse. Non, on va s'arrêter. Bah oui. On ne veut plus savoir. Voilà, la minute est dépassée, c'est fini maintenant. Nathan, tu te tais. La peur un peu pourrie, c'est une peur viscérale de mon propre sang quand ma chair s'ouvre. Le sang des autres, pas de problème, mais quand moi, j'ai un peu genre une chair qui s'ouvre et je vois du sang, là, j'ai la nausée. En plus, tu utilises des mots genre quand je saigne, quoi. Ouais, mais non, si c'est juste du sang, ça va, mais quand je vois une coupure et que j'imagine quand je ressentir le truc qui s'ouvre, là, c'est presque malaise vagal. D'accord. Et t'aurais un conseil express pour apprivoiser nos peurs, pour finir? Lisez le livre. Parfait. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote justement quand tu étais toi en CE1 et ce grand en CM1 qui t'a fait des misères? Ouais, j'étais un peu le chef de la bande, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, en gros, on m'avait élu chef de bande en CE1 et donc je gérais un peu le territoire de la cour de récré. Ça, c'est dans mes souvenirs, c'est comme ça. Et on n'a pas vécu le même primaire. Ah ouais, ok. Alors moi, c'était pas pendant tout le primaire, mais en tout cas, dans cette année-là, c'était comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je crois que c'était vraiment un truc de ils jouent au foot là-bas et nous on doit aller ailleurs. Et puis on empiète sur le territoire des CM2. Il y a ce mec qui s'appelle Pierre Aurélien, pour ne pas le citer, et qui a un grand blond avec les cheveux un peu lisses, exactement comme Drago Malfoy de Harry Potter. Okay.
On dirait que t'as encore sa photo dans ta salle de bain et que tu lances des fléchettes. Moi, je lance plus du tout de fléchettes et j'adorerais rencontrer ce type. Mais en tout cas, il a marqué clairement une enfance parce que ça a créé un gros trauma. Et ce type est arrivé et m'a pris par le col et m'a posé sur le mur, quoi. Vraiment, il m'a soulevé, il m'a posé sur le mur. Il était gigantesque. Et moi, je me souviens juste d'avoir été comme ça, complètement tétanisé, de ne rien avoir pu faire. Ouais. Avec les pieds comme ça qui ne touchaient pas le sol. C'est un peu comme Jamel dans la série. C'est bizarre, ce sol, il est pas palpable. et je me suis mais complètement sidéré, seul au monde. Je sais pas quoi faire à part juste attendre que le mec me repose ou fasse quelque chose. Ouais. Et il y a un type qui de ma classe qui vient, qui lui saute sur le dos, qui dit lâche-le, et puis finalement il s'en prend au type. Bref, et ça a créé un peu une mémoire corporelle parce que j'y pensais pas intellectuellement, tu vois. Où ce truc de la violence physique peut arriver de n'importe où, n'importe quand. Oui, surtout là, il s'était rien passé de particulier, quoi. Le mec, il débarque de nulle part. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est hyper intéressant comment il y a des éléments qui forgent nos peurs, notamment souvent dans l'enfance, mais pas que, et encore plus qui tournent en arrière-plan dans nos têtes sans qu'on s'en rende compte, en fait, et qui dictent pas mal de nos comportements, quoi. Exactement. Et moi, je me suis rendu compte juste dans une session de thérapie où j'étais en train de passion. et pouf, là, ça débarque, quoi. Trop bien. Pour ceux qui savent pas, un suricate, parce que du coup l'épisode et le livre s'appellent Le pouvoir du suricate, c'est un petit animal, genre Timon, l'ami de Pumba dans le Roi Lion, c'est que tu montres pour ceux qui regardent sur YouTube. Donc l'ami de Pumba dans le Roi Lion, c'est un suricate, et c'est vrai que je crois qu'il est pas mal peureux en plus. Alors c'est quoi ce délire de suricate que vous avez avec Pablo? On a pris cette petite métaphore là du suricate. Moi, ça m'est venu dans un stage un jour que je donnais sur la peur. J'essaie d'expliquer le fonctionnement du système nerveux qui réagit quand il y a une peur. Et d'un coup, il y a l'image du suricate qui vient de oui, c'est exactement comme le petit suricate qui se dresse sur ses deux pattes et qui guette comme ça à la ronde pour voir si jamais il y a des prédateurs. Ouais. Et on a utilisé cette petite métaphore pour essayer de vulgariser, parce que c'est quand même assez complexe tout ce qui se passe dans le système corps-esprit quand on est face au danger. Donc cette petite métaphore, c'est pour illustrer le fait que à chaque moment de notre vie, il y a un système de détection de danger, comme un petit suricate intérieur, qui est en train de scanner toutes les infos pour savoir s'il y a danger ou pas. Et en fonction de son évaluation à lui, qui, attention, n'est pas la réalité, hein. C'est son évaluation à lui qui dépend de toutes nos expériences passées, de tout ce qu'on a vécu, de notre culture, puis aussi de nos gènes. Et il va dire si cette situation est dangereuse ou pas. Et donc, en fonction de ça, il va nous mettre dans différents états physiques qui vont impacter le cœur, le corps et aussi l'esprit, les pensées, l'attention, la façon dont on prend des décisions, etc. Ok. Et parce que du coup, ça se passe comment concrètement dans un groupe de suricates quand... Ah oui, dans la savane, le suricate, il y en a au moins un qui est perché dans un endroit un peu haut, qui fait le guet, la sentinelle pour toute la tribu. La tribu, pendant ce temps-là, elle peut faire ses trucs, peut manger, jouer, dormir, etc. Et puis la sentinelle, elle scanne jusqu'à 2 km à la ronde le danger. Si jamais il y a un chacal, un rapace, un cobra, le suricate va aboyer et va alerter la tribu. Et en fonction du type d'aboiement, un truc genre, soit la tribu va fuir dans le terrier pour se protéger, soit la tribu va rameuter pour encercler, par exemple, on voit ça dans les documentaires animaliers, le serpent, et le dissuader de venir plus loin, et donc en attaquant le serpent, en l'encerclant, le serpent ensuite, à un moment donné, va partir. Donc là, c'est la stratégie attaque. Donc il y a la fuite, l'attaque, et puis si vraiment il n'y a pas d'autre choix et qu'un suricate se fait saisir à la gorge par un chacal, par exemple, ça j'ai jamais vu dans un documentaire animalier, mais c'est la même chose pour tous les animaux, il peut faire le mort, c'est-à-dire c'est la dernière carte de survie, il va se sidérer, se tétaniser, faire le mort, et peut-être que ça va lui offrir une micro-chance de survie si le chacal décide de tourner la tête, ou si jamais le chacal décide de le manger, ça va lui permettre de moins ressentir la douleur. Donc le gros du groupe, en gros, il vit sa best life et il y en a un ça tourne, j'imagine, mais qui est chargé de gérer les menaces potentielles, quoi. Exactement. Et c'est lui qui décide de la réaction du groupe selon le type de, je sais pas que ça aboyait, de suricate. Si, ouais, ça s'appelle un aboiement. Et donc on a exactement le même à l'intérieur qui nous dit de fuir, de combattre ou de nous tétaniser, ou un mélange de tout ça. Ouais. Si jamais il y a un aspect qui va à l'encontre de nos besoins vitaux ou de nos valeurs. Ouais.
c'est les 3 réactions classiques, je sais plus comment ça s'appelle. De survie, mais fight, flight, freeze. Tu fuis, tu freeze ou tu combats, quoi. Mais donc, parce que souvent on dit il faut combattre ses peurs, etc. Mais en fait, il y a quand même un intérêt à avoir peur. La peur, elle nous dit il y a un danger. Et si on n'avait jamais peur, peut-être que l'espèce humaine serait plus là, en fait, parce qu'elle est là pour nous protéger. Et nous clairement, on ne serait plus là. Alors là, la peur est absolument fondamentale pour l'espèce humaine et puis pour tous les autres animaux aussi. Donc, sans la peur, on ne peut pas aller bien loin. D'ailleurs, il y a des gens qui ont eu des problèmes au cerveau, des accidents, etc., qui n'avaient plus peur. Et en fait, c'est hyper dangereux. Donc, la peur, elle est là pour nous. Et comme tu le dis, si on combat la peur, on risque de rajouter des couches de peur à la peur. Et c'est là où les problèmes arrivent. Et donc, tout l'intérêt de cette petite métaphore là du suricate, c'est de se souvenir régulièrement que c'est un petit animal en nous et que la solution, ça va être de l'apprivoiser, c'est-à-dire de comprendre son langage et ensuite de pouvoir communiquer avec lui. Ouais. Le truc, c'est que si c'était aussi simple, personne n'aurait peur. S'il suffit juste de dire, maintenant petit suricate, arrête d'avoir peur ou arrête d'être en colère, c'est bon, il n'y a pas de problème dans le monde. Le problème, c'est que ce suricate, il comprend pas le langage cognitif juste basique, quoi. Les mots comme ça, il les comprend pas parce qu'il fait partie de la partie très archaïque du cerveau. Imaginons juste qu'on a un cerveau un peu plus animal de survie et un cerveau humain qui, lui, peut se projeter dans le temps, qui peut imaginer des scénarios, qui peut partager, qui peut interpréter, qui a du sens. Mais le suricate, lui, il comprend rien de tout ça. Pour lui, c'est binaire, c'est soit ça va pas, et c'est maintenant. Il n'a pas la notion du passé et du futur. Ouais. Et donc, il y a une façon de communiquer avec le suricate, et c'est ce dont on parle dans le livre. Et le fait de pouvoir communiquer avec son petit animal intérieur pour pouvoir réguler ses émotions, c'est pas pour supprimer la peur, c'est pour comprendre le message de la peur, parce que la peur, c'est un message avant tout, et pour réguler l'énergie, parce qu'une émotion, c'est de l'énergie. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Comment est-ce qu'on fait pour canaliser l'énergie, s'en servir pour vivre mieux, pour surmonter les dangers, mais aussi pour vivre mieux. Et ça nécessite de décrypter un peu le langage du suricate, qui est avant tout corporel. Et alors, du coup, ça ressemble à quoi, cette communication? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tuto de comment, je sais pas, toi, t'apprivoises ta peur avec un exemple? Dans le livre, vous parlez par exemple de, je sais pas, si t'es en manif et que tout d'un coup, t'as peur de te faire gazer ou tabasser par la police ou... Ouais. Pour ça, je pense qu'il vaut mieux parler de la boussole avant. Je sais pas si c'est OK pour toi. C'est OK pour moi. C'est OK pour toi. Le mec prend le contrôle du podcast, mais c'est pas grave. Alors, je t'ai dit, on fait un truc détente, c'est très bien. Pour avant de rentrer directement dans le concret de comment apprivoiser le suricate, c'est important de comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui observe à chaque instant de notre vie. Ouais. Donc, quelles sont les directions dans lesquelles il regarde et qu'est-ce qu'on peut lui envoyer comme information et comment. Et donc, pour ça, on a mis en place une boussole. Imaginez que le suricate est au carrefour de 4 directions différentes. Il y en a 2 extérieures, 2 intérieures. C'est-à-dire qu'il va scanner l'extérieur, c'est-à-dire le monde, les situations et les autres. Ça, c'est les 2 directions extérieures. Et à chaque fois qu'il y a, par exemple, un visage de quelqu'un qui a peur, ça va nous envoyer de la peur automatiquement. Parce que le suricate, c'est les autres et... Les autres et le monde, toutes les situations extérieures. Par exemple, vous vous retrouvez dans un environnement... Moi, je suis revenu à Paris là, il y a quelques mois. Je sors de chez moi et il y a une file de voitures qui klaxonne comme pas possible, avec un boucan phénoménal des gens. Voilà, l'environnement est hyper stressant. Automatiquement, mon suricate détecte que là, il y a un problème, il y a de l'agitation, il y a du stress. Et ça va activer mes hormones de stress, mon système nerveux en mode genre, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est l'environnement. N'importe quelle situation du monde peut, en fonction, par exemple, de la charge mentale, de ce qu'il y a à faire ou d'un imprévu, hop, ça va peut-être nous envoyer. Voilà. Et puis, il y a toute l'interaction avec les autres. Donc, si il y a une personne qui a peur en face ou qui commence à se mettre en colère contre nous, probablement ça va éveiller ça va réveiller le suricate. Lui, il va lancer l'alerte, soit pour nous mettre dans une attitude de défense, de fuite, soit dans une attitude d'attaque, ou alors juste ne pas bouger et être sidéré. Donc, ça, c'est les 2 directions extérieures. Okay. Et donc, ça veut dire qu'on peut envoyer des informations de sécurité de ces 2 endroits. C'est-à-dire, par exemple, en côtoyant des gens qui nous font du bien, ou en communiquant, en apprenant à communiquer, à traverser les conflits. Ça va être une façon d'envoyer des signaux de sécurité au suricate. Et aussi de créer des environnements qui sont soutenants. Par exemple, me remettre au calme si j'ai passé une journée harassante, ou alors écouter de la musique si jamais j'ai besoin, ça va me faire du bien et ça va me calmer. Donc, vous voyez, ça, c'est des signaux qu'on peut envoyer au suricate. Ou alors déménager sur une planète où la vie n'est pas menacée. Bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt?
Donc ça c'est intéressant parce qu'en fonction des dossiers du suricate, il y a certaines personnes qui vont voir ça comme une solution et d'autres comme une aberration et que ça va générer du stress, de la peur ou de la colère. Okay. Donc ça va dépendre aussi de nos dossiers, les dossiers du suricate. On en parle après. Mais ensuite, dans la boussole, il y a 2 directions intérieures, c'est le corps et les pensées. Par exemple, si je te demande d'arrêter de respirer maintenant, au bout de quelques secondes, peut-être quelques minutes, si t'es très entraîné, il va y avoir une petite peur qui arrive. Le suricate se dit, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas d'oxygène qui arrive dans mon corps? Et donc, il détecte tout ce qui se passe à l'intérieur. Lui, c'est le garant de notre sécurité et de notre équilibre. Donc, s'il y a un truc qui va pas, par exemple, une maladie qui débarque, ou on se cogne, ou alors on arrête de respirer, ou on boit énormément de café, et il y a une excitation énorme à cause de la caféine, le suricate, il va lancer l'alarme. Donc ça, c'est corporellement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi envoyer des signaux de sécurité venant du corps, par exemple en respirant mieux, en se tenant droit, en détendant les muscles, en allant marcher, en allant se connecter à la nature en marchant et tout. Donc ça, c'est le signal venant du corps. Donc ça, c'est des boucles de rétroaction. Le suricate, dès qu'il a peur, il envoie des signaux au corps qui, lui, va se crisper, mais aussi, le corps envoie des signaux au suricate. Donc c'est là où on peut casser les cycles un peu vicieux de la peur qui s'alimente d'elle-même. Et la 4e direction de la boussole, c'est-à-dire celle qui vient de l'intérieur mais du haut, c'est les pensées. Et c'est là où ça devient intéressant pour l'être humain. C'est de se dire que si on n'avait pas du tout les pensées qui alimentaient ce qui se passe, en général, la peur, elle durerait quelques secondes et puis c'est tout, quoi. Et après, on passe à autre chose. Juste fait pour survivre à la préhistoire, à une menace imminente de quelques minutes. C'est ici et maintenant. Voilà, on mobilise de l'énergie et puis une fois que c'est passé, on récupère. Ou alors on est mort. Mais en tout cas, voilà, c'est ici et maintenant. Là, nous, avec le cerveau humain, on est capable d'interpréter. Et d'ailleurs, c'est même pas on est capable, c'est on interprète tout ce qui se passe pour mettre du sens, pour faire des histoires avec ça. Et puis, donc, on est à chaque fois en train de se souvenir de ce qui s'est passé, qui nous permettent d'interpréter ce qui arrive là maintenant. Donc, on voit pas la réalité telle qu'elle est, mais en fonction de tout ce qu'on a vécu, de tout ce dont on se souvient, etc. Et puis, on est en train de projeter dans le futur. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ça, si cette action se fait aussi, je fais ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'autre, sur moi, etc., sur le monde? Et donc, ce cerveau-là, ces pensées, elles sont géniales en tant qu'être humain parce que c'est ce qui nous permet de penser, de rendre les choses un peu abstraites, de nous organiser, de faire des plans. Mais c'est aussi une chose qui peut se retourner contre nous si jamais on se fait emporter dans les pensées. Par exemple, une pensée anxieuse. Ah merde, au niveau du climat, on est carrément mal, c'est la cata. Et en plus, les gens ne font rien. Et les pouvoirs publics ne font rien. Cette pensée-là, si jamais elle est vraiment imagée, c'est-à-dire que on se visualise là-dedans et qu'on prend conscience du truc, ça crée une émotion. En fait, c'est la pensée qui vient dire au suricate, attention, dans le futur, il y a un problème, et en plus, on voit pas de solution. Le suricate lance l'alarme. Et il lance l'alarme, ça, c'est fuite, attaque. L'alarme, elle s'arrête pas, quoi. C'est ça, c'est hormone de stress à gogo. Mais sauf que c'est là où on peut parler des couleurs, c'est que le suricate, il a trois couleurs différentes qu'il peut actionner. Si tout va bien, il nous met dans le vert et à ce moment-là, on est plutôt apaisé, on peut se mettre en lien, on peut réfléchir de façon créative et ça va. Ok, je vais m'engager dans des assos, je vais méditer, je vais changer de travail, je vais changer de planète. Alors, oui, ça peut être le vert. Le vert, c'est plutôt une couleur un état de non-peur. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment de problème. On peut agir à partir du vert. C'est un peu le but, mais c'est surtout l'état dans lequel on est. Accès à toutes tes ressources, quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'es avec ton bébé qui va bien et qui est en train de dormir, quand t'es avec des amis et que, je sais pas, au coin du feu, en train d'avoir une bonne discussion, etc. Bah, ça, c'est du vert. Ah ouais, on se régénère et tout va bien. Mais si jamais le suricate se dit merde, là, dans le futur, il y a un truc qui va pas aller, soit ce soir, soit dans des années, etc., ben, il va lancer l'alarme rouge. Et donc là, l'état rouge, c'est l'état d'action, c'est fuite-attaque. C'est comme le suricate de la savane qui fuit dans le terrier ou qui attaque le cobra. Bah là, c'est merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si c'est quelqu'un qui m'attaque, bah je vais fuir, je vais courir, ou alors je me défends et puis j'attaque la personne. Si c'est une problématique là dans le futur proche et que je peux faire quelque chose, je vais agir. Et puis il y a des hormones du stress qui vont me mettre en action. C'est génial, ça. On a besoin de ça, même pour se concentrer. Là, par exemple, là tout de suite, si on mesurait mon cœur, probablement, je suis un peu dans le rouge parce que je suis concentré, parce que je suis en train de mobiliser de la parole et tout. Bah ouais, là c'est utile de dépenser de l'énergie. Le problème, c'est que qu'on fasse un exo de respiration. Merci Pierre pour ce rappel incroyable.
On vous encourage, vous, derrière vos écouteurs ou votre écran, à respirer également une bonne respiration profonde. Et c'est quoi la troisième couleur alors? Et la troisième couleur, c'est si jamais le suricate évalue qu'il n'y a pas de possibilité de fuir ou d'attaquer, c'est-à-dire, ah ben non, là, j'ai pas les ressources pour bouger. Soit parce que le danger est beaucoup trop grand face à moi, soit parce que moi, j'ai l'impression d'être pas du tout assez fort, ou qu'on n'est pas assez nombreux, donc je suis seul au monde et je peux rien faire tout seul. Et ben là, il passe dans le bleu. Et le seuil entre le rouge et le bleu, c'est ça qui est intéressant au niveau de la compréhension du système nerveux et qu'on comprenait pas il y a quelques années. On pensait qu'il y avait juste du rouge et du vert dans l'être humain. Mais en fait, on voit qu'il y a plein de pathologies, plein de peurs des êtres humains qui en fait sont la manifestation du bleu, c'est-à-dire cet état de sidération, de figement, qui nous dissocie complètement et où la logique du suricate est complètement inverse. C'est-à-dire que pour survivre, il faut pas faire, il faut pas bouger. Il faut surtout ne pas voir, il faut pas ressentir, il faut pas accéder à ses ressources. Donc la logique, quand il y a une dominante de bleu à l'intérieur de nous, c'est pas tout rouge, tout vert, tout bleu, c'est des dominantes, mais quand il y a une dominante de bleu, c'est la logique du suricate, c'est attends. Si tu veux t'en sortir, il va falloir économiser l'énergie, se regrouper là à l'intérieur et surtout ne pas agir, ne pas faire, ne pas bouger parce que si tu bouges, la logique c'est le prédateur risque de te voir, il va t'attaquer. Ou si jamais tu ressens, tu risques de ressentir la douleur. Et vu que tu es en train de mourir parce que c'est une situation vraiment hyper dangereuse, et ben ça va être horrible. Donc, il vaut mieux ne pas ressentir aussi bien physiquement. Donc quoi ? Le déni, c'est pas mal. Donc le déni, ça peut être une manifestation du bleu ou du rouge ou un peu des deux, c'est de la fuite. Et puis du déni de non, surtout, je peux pas ressentir. Ok. Donc c'était hyper intéressant, mais là c'est très théorique. Est-ce que tu peux, du coup concrètement, on fait comment là si, je sais pas, pour des anxiétés ou l'exemple de la manif dont je te parlais, un exemple qui te tient à cœur, c'est quoi ce que tu te dis dans ta tête? Et la première chose, c'est déjà de se rendre compte que on a peur. C'est un peu con de dire ça, c'est un peu bateau, mais en fait c'est un des gros problèmes en général, c'est qu'on ne se rend pas compte que la peur est là, et donc on est dans la réaction pure, sans conscience, et c'est là où les pensées vont interpréter le suricate et vont renvoyer de la peur au suricate qui lui récupère des pensées anxieuses et donc va encore une fois renvoyer de la peur ou de la colère. Et puis c'est des cycles de peur ou de colère. Et là, on ne peut plus rien contrôler. Et donc la première chose, c'est de se rendre compte que là, il y a un état qui est activé, soit dans le rouge, soit dans le bleu. Et ça peut se faire par les manifestations physiques. Par exemple, je suis là en train de travailler sur une nouvelle conférence. Et puis d'un coup, je sens que je suis vraiment plus créatif, je commence à être très stressé parce que mes épaules sont très tendues, parce que ma respiration est hyper courte et parce que je broie du noir et puis j'ai l'impression de tourner en rond ou de me juger en disant mais non mais là ça va pas du tout, j'y arrive pas, non. Et donc ça tu te le fais quoi? Tu te le dis à l'oral, tu décris les symptômes dans ton corps à l'oral? Au début, c'est comme ça qu'on fait. Après, on s'en rend compte peut-être un peu plus rapidement et un peu plus instinctivement. Mais voilà, au début, c'est dire que c'est des débutants. Ouais. Et voilà. Là, le petit moyen mnémotechnique, c'est de se dire tiens, là il y a de la peur. Ouais, là il y a les trapèzes qui sont complètement contractés et j'ai cette tension qui est là et que je connais très bien dans les moments donnés un peu intenses. Tiens, là il y a un truc. Bon. Je sais pas ce que c'est, mais au moins je me rends compte que là il y a quelque chose qui va pas. La respiration est la respiration est très courte, ou alors je suis en apnée depuis tout à l'heure, depuis 2 heures je suis en apnée. Ou je me rends compte que je suis assis non-stop et puis que je bouge pas du tout et que mon corps est figé. Donc ça c'est la première étape, c'est de se rendre compte. La deuxième étape après le il y a un truc qui va pas là. Il y a le suricate qui est en train d'envoyer, c'est d'accepter que c'est comme ça, sans passer à la solution tout de suite. J'explique parce que parfois dans la réalité où c'est très urgent, on n'a pas le temps de faire le c'est juste il y a un truc, tu réagis et puis c'est tout. Pareil, si tu traverses la route et qu'il y a une voiture qui va t'écraser, tu exactement, tu me dis de toute façon t'as même pas le temps de penser. Je vais remercier mon suricate d'abord. Non, ça c'est l'avantage du suricate, c'est que dans des situations très très intenses, on n'a pas besoin de réfléchir. En quelques millisecondes, lui il a déjà actionné la réaction et on s'en rend compte après. Donc ça c'est le système de survie qui marche très bien. Mais dans les situations où c'est pas aussi intense, là le but ça va être de pouvoir justement le réguler ou le réadapter, le recalibrer. Et donc la deuxième étape, une fois qu'on se rend compte qu'on est dans le rouge ou dans le bleu, c'est d'accepter que c'est comme ça, c'est-à-dire de laisser l'énergie circuler plutôt que de se figer ou d'en rajouter. Et donc ça peut se faire à 3 niveaux. Ça peut se faire corporellement, émotionnellement et mentalement, l'acceptation. Physiquement, le c'est j'aligne ma colonne vertébrale. Ça, c'est les arts martiaux qui apprennent ça. J'aligne ma colonne vertébrale. Décroiser les jambes, là, pour moi. Décroiser les jambes si c'est possible. Mettre les pieds au sol si c'est possible. Détendre les muscles. Inviter la relaxation. Ça veut pas dire qu'on va tout détendre tout de suite, mais au moins, là maintenant, qu'est-ce qui
capable de se détendre. J'allonge un peu l'expire, parce qu'à l'expire, le cœur va avoir tendance à décélérer, ça va envoyer un message au suricate de « Ah tiens, le cœur là, il est en train de battre de façon un peu plus lente ou un peu plus régulière. » Voilà, et ça va bien. Donc en fait, par la respiration, on est en train d'envoyer des signaux de sécurité au suricate. Et mentalement, et ça c'est peut-être la chose la plus efficace aujourd'hui dans notre société, c'est de travailler ça, c'est-à-dire la façon de ne pas se laisser embarquer dans des pensées envahissantes qui vont rajouter. Comment ça, le cœur est en train d'accélérer inconsciemment, le mental met du sens en mode non mais là ça veut dire qu'il y a un problème et puis de toute façon si jamais je continue comme ça mais ça va partir en panique et puis je vais mourir et ça c'est des crises d'anxiété, des crises de panique. Ou la colère qui dit là il y a un truc de colère et puis la pensée va rajouter dire mais oui mais c'est vrai pourquoi il a fait ça, il aurait jamais dû faire ça et puis de toute façon c'est toujours comme ça et puis et hop on en rajoute et là ça devient de la colère destructrice pour nous ou pour les autres. Et donc l'acceptation mentale, c'est un entraînement, et ça c'est vraiment un entraînement à la méditation de pleine conscience. C'est une façon, par exemple, d'apprivoiser les pensées. Ah tiens, je me rends compte que les pensées sont très négatives. Le droit du noir, je suis en train de juger la personne, je suis en train de me juger moi-même non-stop. Du coup, se rend compte de ça. Place. Et ben alors, c'est déjà de se dire ah tiens, il y a des pensées, ok, et de revenir par exemple au corps, ou alors de changer les pensées en se disant quelque chose de positif. Ça c'est une autre option. Parfois c'est possible. Parfois, c'est pas possible. Parfois, il faut juste aller marcher. Mais en gros, l'acceptation, c'est physique, c'est je mets ma structure, je respire, je détends et je me remets un peu en mouvement pour défiger. Okay. Le but, c'est que l'énergie de la peur, elle circule, ou l'énergie de la colère, elle circule dans le corps. Et puis ensuite, mentalement, c'est comment est-ce que j'apprivoise les pensées, c'est que je me rends compte qu'il y a des pensées et je quitte le monde des pensées, sinon je vais être embarqué là-dedans pour revenir au corps ici et maintenant. Et pour dire au suricate, regarde, là, ici et maintenant, c'est bon. Et ensuite, émotionnellement, l'acceptation, c'est est-ce que c'est possible, au moins pour un instant, de m'apporter un peu de douceur et de tendresse? Parce que c'est hyper dur de vivre ça. Et ça s'appelle l'autocompassion, c'est comment est-ce que je peux me traiter moi-même comme je traiterais une personne que j'aime profondément. Quelqu'un qui va très mal, un ami proche ou ma petite sœur qui va très mal, ben mon élan naturel, ça va être d'aller vers cette personne et de la prendre dans mes bras, par exemple. Est-ce que c'est possible de cultiver cette attitude envers soi-même, au moins pour quelques secondes? Plutôt que de rajouter des couches d'autocritique, de jugement, intérieur ou extérieur. Ok, donc première étape, se rendre compte qu'on a peur d'écrire le symptôme. Deuxième étape, l'accepter, respirer, et faire circuler. C'est ça. Après et une fois qu'on a fait ça, bah, en général, ça déjà, ça permet de se recentrer un minimum, de baisser l'intensité du suricate, de revenir un peu dans le vert. Et puis l'avantage de ça, c'est qu'on peut garder un esprit un peu plus créatif et trouver des solutions. Il y a une troisième étape possible, parfois c'est plus à froid, c'est d'essayer de comprendre le suricate. Cette peur-là, elle m'indique quoi? Genre là, quand je suis, je sais pas, toi t'as une peur là qui est venue récemment ou un truc que t'aimerais aborder, un exemple? En ce moment c'est pas mal que ma fille meurt, donc c'est pas forcément juste quand elle est malade ou je sais pas, ou même quand elle est pas malade, juste là, est-ce qu'elle respire bien la nuit? Ouais. Ok, bon bah ça, le message, donc la peur, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il risque de se passer quelque chose? Ça va pas du tout. Et donc, bah, ça te met dans un état de vigilance plus ou moins extrême, qui peut altérer le sommeil, qui peut altérer l'humeur, et donc en plus, si jamais on dort mal, en général, ça va avoir tout un impact sur le reste. Oui, je connais bien ce sujet. Le suricate se dit comment ça, le corps est hyper fatigué et n'a pas de ressources, il y a un truc qui va pas. Et puis, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'espace intérieur pour accueillir l'imprévu, par exemple. Et donc là, la troisième étape pour apprivoiser un peu ce suricate, c'est de comprendre quel est son message, c'est-à-dire dans quelle direction il veut qu'on aille. On peut le voir comme un gardien des besoins et de se dire, bah ok, le suricate, s'il aboie, c'est qu'il est en train de défendre un besoin, d'alerter sur attention, il y a un besoin qui est pas nourri. Donc là, par exemple, ça peut être, dans ton cas, de se dire, attention, le besoin de prendre soin de ma fille, de la protéger pour qu'elle puisse grandir, évoluer, devenir un être humain autonome, libre, etc. Ça, c'est mis à mal si jamais elle est malade. Donc, cette peur-là, elle vient parler d'un besoin d'amour profond, de prendre sécurité, soin. Quoi. Et de sécurité. Donc ça, c'est de décrypter le message. C'est la troisième étape qu'on pourrait appeler merci. C'est merci petit suricate de me dire que là, il y a un besoin qui est épanoui. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient à cœur d'aider les gens à vivre plus sereinement?
Ouais, c'est une bonne question. Quelle est ton intention? Quelle est mon intention? Ouais, mon intention, je pense que ça vient quand même beaucoup de blessures de base, tu vois, de l'enfance et aussi de ce qui s'est passé dans ma famille dans les générations d'avant. Je crois qu'il y a eu beaucoup de traumas et de mémoires difficiles et douloureuses, de conflits, de non-dits, d'espèces de batailles là comme ça entre les gens qui en fait n'étaient pas très sensés et qui auraient pu être évités. Et donc un de mes moteurs, moi, c'est d'essayer de comprendre déjà pour moi comment est-ce que je peux sortir des cycles de violence. Ouais, il y a la violence qui commence, c'est ça. Dès qu'il y a de la déconnexion et que les gens sont complètement inconscients ou qu'ils commencent à en rajouter, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de ça et revenir à un état un peu plus paisible à l'intérieur. Et donc, je crois que c'est ça mon moteur pour moi et puis pour les autres. Et je vois à quel point ça peut changer des vies, changer des regards, changer des familles, que de prendre conscience de, ah oui, il y a un suricate à l'intérieur. Et si jamais j'en prends soin, je vais pouvoir me relier aux autres et traverser les difficultés, les conflits, les épreuves de la vie avec beaucoup plus d'espace et de sérénité. Ouais. Le but du livre, je trouve qu'il est contre-intuitif parce que justement, vous dites que le but, c'est comment faire que la peur, justement, ne déclenche plus une crainte et un repli, mais nous connecte et nous fédère. Et effectivement, comme c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on imagine de la peur, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de à quoi ça pourrait ressembler? Ouais. Au lieu de j'ai de la peur et je vais m'isoler et puis essayer de me crisper et tout, si on apprend dès que la peur arrive à ouf, ok, là j'ai besoin de me relier, donc d'être en lien et de remettre du sens. Ça, tu peux nous donner une situation pour qu'on se projette un peu plus? Bah, la situation du climat par exemple. Une personne éco-anxieuse. Ok. Déjà, la première étape, c'est pas de son vouloir d'être anxieux ou de rester dans la peur et de la colère et puis de réagir uniquement à partir de ça, mais c'est déjà de se rendre compte, ah bah oui, ça, c'est une réaction qui est hyper saine. C'est qu'il y a quelque chose là en moi, donc le suricate, qui est en train de me hurler que l'habitabilité de la planète, le respect du vivant, c'est indispensable pour moi et pour l'espèce humaine. Et donc, de dire, bah, ok, ça, c'est une alerte qui vaut vraiment le coup et qui est hyper importante. Et au lieu de partir dans de la panique ou dans de la boulimie d'informations ou dans de l'action qui est frénétique et qui ne me permet plus de prendre soin de moi, c'est déjà de se dire, ok, si la peur est là, je vais m'entourer de gens qui comprennent ce que je comprends, qui voient les choses comme moi. Donc, c'est-à-dire, on peut regarder dans la même direction ensemble, échanger, etc. Et puis ensuite, décider d'agir. Et le fait de se regrouper et d'agir ensemble, c'est au nom de valeurs universelles. C'est au nom, on peut voir ça comme une étoile polaire qui est indispensable à nous tous. On s'en rend compte, on va dans la même direction et on peut se mobiliser. Ça, c'est une utilisation de l'énergie et du message de suricate magnifique. La colère, c'est un déclencheur génial d'action. La seule question, c'est une fois que la colère a enclenché l'action, comment est-ce que mon action est alimentée? Est-ce que c'est toujours la colère qui est là et qui broie et qui... Pourquoi pas, pour un temps donné. Mais si c'est ça pendant des années, ça mène au burn-out des activistes et ça, on le voit. Ça mène à l'épuisement total. Donc, la colère est un déclencheur, mais ensuite, comment est-ce que j'alimente mon action de lien, de sens et puis de travailler le lâcher-prise aussi parce que on peut pas tout contrôler. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur l'impact que ton travail ou votre livre a pu avoir? Sur les gens, sur nous, sur... Les deux, je pensais plus sur les gens, mais sur vous, ça peut être hyper intéressant aussi. Les retours qu'on a, moi je peux parler surtout des retours des gens qui viennent à mes stages depuis une dizaine d'années, et puis là depuis 2-3 ans avec le suricate, l'image du suricate et puis tous ces outils de boussole là, et de couleurs, c'est qu'il y a un apaisement chez les gens dans leur situation critique du moment, quoi. Que ce soit une problématique professionnelle ou voilà, donc je me sens mal dans mon boulot et il y a plus de sens et puis je sens que j'arrive au burn-out et puis il y a toutes les informations du climat aussi qui arrivent et qui génèrent une peur et une colère gigantesque et une impuissance gigantesque. Le fait de voir le suricate, ça c'est les retours vraiment réguliers que j'ai, c'est ah ouais, il y a un petit suricate, il est en train de m'envoyer une alerte et ça a du sens. Et en fait, il y a des façons de s'en sortir, de réguler et puis de mettre en place des choses pour aller mieux dans sa vie. Ça crée un apaisement génial. Et aussi, en fait, c'est ça aussi le paradoxe, c'est qu'il y a un apaisement et une capacité à agir, une motivation différente pour se mettre en action.
C'est pas juste un truc électrique. C'est pas juste dans le déni, quoi. Tu vois plus clair et. C'est ça. Et tu peux mieux mobiliser tes ressources, quoi. Et mieux mobiliser les sources, c'est-à-dire de façon un peu moins électrique. Bon, ça, c'est l'image qui me vient, mais tu vois, un peu moins saccadé électrique où vite, il faut absolument qu'on avance, il faut que le maximum de gens. C'est pas mauvais en soi, c'est juste que si c'est ça tout le temps dans ma vie, forcément, à un moment donné, je vais m'épuiser. Parce qu'il y a une règle de base, hein, et c'est ça aussi le retour qu'on a du bouquin et puis des conférences, c'est de comprendre, de se rappeler la règle très très simple de chaque dépense d'énergie doit correspondre à une récupération d'énergie au moins équivalente. C'est très arithmétique, c'est très basique, hein. Mais en fait, ça vaut dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année. Et ça dépend de moi et de mes relations, des interactions que j'ai. Moi, j'aime bien une idée aussi que vous développez dans le livre, c'est que aujourd'hui, on n'est pas juste face à des menaces, on est face à des méga menaces. Et du coup, au lieu d'avoir des peurs à notre échelle individuelle, on a des méga peurs. Du coup, face à des méga menaces et des méga peurs, on a besoin de méga ressources. Donc, que ce soit intérieur ou extérieur, comme tu disais avec la boussole, psychologique, physique, médicale, financière, ou symbolique, quoi, de thérapeute, de lieu de sécurité, de lien avec la nature. J'aime bien l'idée de, en fait, si t'as plus de peur, faut juste augmenter tes ressources, quoi. Ouais. Et la solution va venir vraiment de là, hein. Même la solution de, tu vois, par exemple, créer des nouveaux récits, commencer à créer une autre façon de vivre ensemble, d'être ensemble là où on est, ça va venir de notre capacité à mobiliser toutes ces ressources. Et non pas juste à combattre contre un système qui, de toute façon, est défaillant, de toute façon, va s'effondrer. On sait pas quand, on sait pas comment, mais de toute façon, ça ne peut pas continuer, on le voit bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut résister contre ça? Okay, ça veut pas dire combattre et s'épuiser, mais résister contre ça et développer tout ce qu'on veut développer. Et ça, c'est vraiment. J'ai entendu combattre et s'épiler. Désolé. Je pense que le son, il a bugué. S'épuiser, tu imagines ce que tu disais? Oui. et si ma langue a fourché, on le verra à l'enregistrement, mais ce serait quand même un peu bizarre. L'épilation est vraiment très importante, Pierre. Dans le combat climatique, on n'en parle pas assez. Bien sûr. Le nombre de toxines qui se retrouvent sur les poils et qui nous intoxiquent. C'est la conclusion parfaite. Merci Nathan. Ton livre avec Pablo Servigne s'appelle Le pouvoir du suricate, apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle. Si cet épisode t'a plu, je te conseille évidemment l'épisode 5 avec Pablo Servigne, du coup, sur l'éco-anxiété et l'effondrement. Et envoie ce podcast à un ami qui est aussi flippé du futur, ça m'aide énormément. Merci Nathan, ciao tout le monde. Merci Pierre, salut. À dimanche prochain.